Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séquence du Meetup Green Tech 2020. Le retour sur une success story française du numérique responsable, Back Market. On a l'honneur d'accueillir son président et fondateur Thibaut Hugues de la Rose, qui va dialoguer avec Emmanuelle Leneuf, la fondatrice et l'animatrice de Flash Tweet, un média de référence sur l'innovation et le digital. Merci Thomas, merci pour cette super introduction. Donc bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes qui êtes derrière l'écran. Moi je suis ravie d'être là avec donc Thibaut Hugues de la Rose, de revenir sur la success story de Back Market, qui est leader français du reconditionnement d'appareils numériques. On va échanger tous les deux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra les prendre en fin d'intervention. Donc, il y a le chat qui est à votre disposition. Les questions vont remonter. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Thibaut ici et de pouvoir l'interroger sur cette success story qui est Back Market et sur les enjeux pour la filière. Alors, comme l'a rappelé hier Barbara Pompili, donc la ministre en charge de la transition écologique qui était chez vous en visite, 75% de l'empreinte écologique du numérique est liée à la fabrication des équipements. Et il existe des solutions pour réduire cet impact et vous en êtes la preuve vivante. Et d'ailleurs, vous avez aussi des idées pour aller plus loin. Je dirais même que vous voulez mener une sorte de combat. C'est la première fois et sans doute pas la dernière que vous allez en parler, que vous allez vous exprimer sur ce sujet. Je vous en remercie. Je vous remercie de nous livrer un petit peu en primeur cette pensée ou ce combat que vous voulez mener. Mais avant d'aborder ce point, je voudrais revenir sur les ingrédients du succès de Back Market. Donc, la première question, elle est assez simple. En fait, je voulais vous demander, quand vous avez créé Back Market en 2014, quel était votre constat de départ, il y a 6 ans donc, et à quel frein vous souhaitiez répondre? Alors, déjà, merci de me recevoir en ligne. Quand on a créé Back Market, donc il y a 6 ans, enfin ça fera 6 ans dans un mois pour être précis, le constat était un peu le même qu'aujourd'hui, à savoir que les déchets électroniques s'empilaient à la vitesse où on produisait des nouveaux déchets. Il y avait une corrélation directe entre production de produits électroniques et déchets, donc ce qui voulait dire que absolument rien n'était optimisé dans la gestion de la deuxième vie, de la troisième vie des produits. Il n'y avait pas de circularité à proprement parler dans les produits électroniques. Comme l'a souligné la ministre hier, c'est ce qui est le plus catastrophique, c'est la production de déchets électroniques. Donc à partir du moment où on produit beaucoup de déchets, il y a 2 solutions. Soit on demande à tout le monde d'en consommer moins, mais malheureusement c'est compliqué. Oui, puisque les consommateurs aiment l'innovation et aiment la technologie, donc ils s'équipent avec des portables, des ordinateurs, tout ça, d'électroménager. Et donc nous, notre solution était un peu plus pragmatique, un peu moins poétique, c'est de dire ok, donc une fois qu'ils sont produits, peut-être que le but c'est de les faire circuler le plus possible, parce que quand on achète un produit reconditionné, on l'achète pas neuf. Donc de faire switcher vraiment le consommateur qui veut s'équiper d'un produit neuf, le faire switcher à un produit reconditionné. Et donc c'est comme ça c'est ce constat qui nous a fait créer Back Market, puisque il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Le consommateur avait vraiment 2 options. Soit il allait sur Amazon acheter neuf avec des prix, les prix du neuf, mais avec des garanties, un service de qualité en cas de problème. Soit il faisait le contraire et il allait sur un site comme Craigslist ou Le Bon Coin. Et là, il pouvait acheter un produit beaucoup moins cher, mais sans aucune garantie. Donc c'était un peu anxiogène dès que les produits sont relativement chers. Donc nous, on a créé cette place de marché, donc qui est Back Market au milieu, qui vient apporter aux consommateurs l'avantage du neuf, d'avoir des vraies garanties, un service client en cas de problème, et des prix qui sont aussi attractifs que l'occasion. Le but étant le même depuis 6 ans, c'est créer une alternative de consommation aux produits neufs pour réduire leur production. Alors, comment vous définiriez Back Market et sur quoi repose votre business model? Parce que c'est un peu ce que j'ai découvert quand j'ai préparé l'entretien avec vous, c'est que c'est pas seulement une plateforme Back Market, c'est une vraie boîte tech avec des ingénieurs qui font de la R&D et qui exploitent de la data. Alors j'ai un peu défloré le sujet du coup, mais bon. C'est à peu près la moitié de nos effectifs aujourd'hui des ingénieurs software, puisqu'on est une plateforme 100% numérique.
Pour décrire rapidement Back Market, donc c'est une plateforme qui permet à des consommateurs dans 9 pays aujourd'hui, aux US et en Europe, d'accéder à des centaines de milliers de produits qui ont été remis à neuf par des professionnels qui sont certifiés. Donc ça, c'est ce qu'on fait, et le comment on le fait, c'est comme c'est 100% numérique, cette marketplace, à l'instar d'un Amazon ou d'un eBay, et nous on a construit les tuyaux et le moteur qui permet de créer les conditions de la confiance et fluidifier un maximum cette expérience de consommation de produits reconditionnés. Donc ça demande beaucoup d'innovation produits. Par exemple, le sujet de la tech, c'est la qualité. Quand on achète un produit, un smartphone, une machine à café, ou quand on dépense un certain billet pour s'équiper, on a besoin d'être rassuré, et donc on utilise toute la data qui nous est donnée par les clients pour faire la sélection des meilleures offres en temps réel afin d'assurer une expérience qui soit la meilleure possible. Et vous faites remonter aussi avec vos diagnostics tous les problèmes techniques. Ouais, tout à fait. Hardware et à la fois des ingénieurs software. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche en fait derrière la machine. Alors tout à fait. Donc on a en gros le plus gros sujet, c'est de créer une alternative au neuf, et donc pour faire ça, il faut donner une expérience qui soit la plus qualitative possible pour le conso. Et donc ça veut dire amener le taux de panne des produits au niveau du neuf. Et donc pour faire ça, on a créé un algorithme. On utilise les retours des clients pour faire la sélection et pousser le produit qui a le taux de panne le plus faible au consommateur. Donc ça, c'est un, mais on utilise aussi toutes ces données et on les redonne aux reconditionneurs qui vendent à travers notre plateforme pour qu'ils puissent améliorer leur performance de qualité. Donc soit c'est changer des composants, soit c'est utiliser des softwares pour mieux vérifier et tester les produits. Donc cette data qu'on récupère vous-même vous élaborez en fait. Ouais. Software que vous élaborez. Enfin, alors on développe tout en interne, mais grosso modo on utilise la donnée qui nous est donnée par les clients pour la redonner et que ça soit hyper exploitable d'un niveau opérationnel par les reconditionneurs pour qu'ils puissent améliorer leur processus de qualité. Donc ça c'est sur la partie software, et puis la deuxième partie sur la partie hardware, on a des ingénieurs hardware donc qui démontent des produits toute la journée pour analyser les pièces, donc les écrans, les batteries, tous les composants en fait qui peuplent nos produits électroniques, et qui vont pouvoir certifier qu'une pièce est bonne ou pas bonne. Et une fois qu'ils ont identifié par exemple la batterie d'un iPhone 8, qu'ils ont trouvé la bonne batterie qui cartonne, eh bien ils vont pouvoir la diffuser largement auprès de tout notre écosystème de reconditionneurs pour dire voilà, ça c'est la batterie, la meilleure batterie que vous pouvez trouver sur un iPhone 8, c'est celle-ci qu'il faut sourcer pour changer vos batteries quand vous reconditionnez vos produits. Donc c'est vraiment un binôme entre la data qu'on récupère de la part des consommateurs et ces ingénieurs hardware pour donner des solutions concrètes qui nous aident déjà aujourd'hui à sérieusement augmenter le niveau de qualité et à baisser le taux de panne qu'on constate sur les produits. Ouais, donc c'est une sorte de boîte à outils pour les revendeurs qui sont 1500, je crois, à date. Ouais. Alors, 1500 vendeurs sur la plateforme. Est-ce que le marché à l'époque a été difficile à convaincre sur un sujet green tech qui était sans doute un peu moins porteur en 2014? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une traction du marché? Enfin, j'ai déjà la réponse, mais j'aimerais bien que vous me disiez comment ça se passe quand vous arrivez et que vous devez lever des fonds. Alors sur la levée de fonds, au début, on a fait notre première levée de fonds 6 mois après avoir commencé la plateforme, enfin après avoir lancé Back Market, et il y avait déjà une traction commerciale assez importante. On est allé voir des business angels, on avait des fonds d'investissement qui étaient intéressés pour investir, mais on avait des business angels qui l'étaient aussi, et qui ont tout de suite vu le potentiel, qui croyaient au sujet. Enfin, il y avait les chiffres qui étaient déjà prometteurs, mais ils croyaient au sujet de fond pour en faire quelque chose d'énorme. Donc ça n'a pas été si compliqué. Disons que c'était pas l'argument numéro 1 pour les faire investir. Il y avait un rationnel économique. Mais en fond, ce qui leur donnait déjà de l'aspiration et qui leur permettait d'être un peu bullish sur le projet, c'était cette grosse lame de fond qui disait OK, il y a un sujet qui émerge, peut-être qu'il n'est pas du tout il n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui, mais il est là. Et la réponse que propose Back Market leur plaisait puisqu'ils ont mis quelques ronds à l'époque. Donc,
Oui, je rappelle juste, depuis 2015, donc 300 000, et ensuite 7 millions en 2017, 41 millions en 2018. Et là, vous venez de lever 110 millions d'euros. Donc, vous vous êtes développé. Est-ce qu'on peut tirer un bilan 6 ans après? Vous êtes beaucoup développé à l'international. Expliquez-nous ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis 2014 et ce que vous voyez, enfin, quel est le bilan et surtout, quelle est la prochaine étape? Alors, dans les très grandes masses, hein, depuis 2014, donc on était 3 fondateurs, aujourd'hui on est 400, Ouais. répartis sur 3 zones, donc à Paris, à Bordeaux et à New York aux États-Unis. On opère tous les marchés européens depuis la France aujourd'hui. Alors, à l'exception, on vient d'ouvrir un bureau à Berlin, donc ça y est, on a ouvert un autre bureau, mais ça c'est tout nouveau. Ouais. Et donc on est passé au début, on ne vendait que des iPhones reconditionnés avec 4 usines de reconditionnement. Aujourd'hui, on a plus de 1500 reconditionneurs qui vendent sur la plateforme dans 9 pays, donc comme je vous le disais, en Europe et aux États-Unis, sur 180 catégories de produits différentes. Donc, on vend toujours des iPhones, mais on vend beaucoup d'autres catégories de produits comme des enceintes, des aspirateurs, des machines à laver. C'est ça, vous êtes beaucoup diversifié. En fait, on pense que Back Market, c'est que les téléphones. Maintenant, il y a aussi de l'électroménager. Vous avez des partenariats avec des marques aussi, Dyson, par exemple, Ouais. Bosch, je crois. Tout à fait, ouais. On bosse avec Dyson, avec Bosch. On bosse aussi avec pas mal de grands distributeurs qui reconditionnent les produits et qui les vendent à travers la plateforme de Back Market. Donc le sujet de la diversification, c'est vrai que on nous connaît beaucoup pour les téléphones, mais la diversification croît 5 fois plus vite que la téléphonie aujourd'hui pour nous, ce qui est assez logique puisqu'on a attaqué ce sujet pour de vrai il y a un peu plus d'1 an. Donc ça a beaucoup changé. Et puis qu'est-ce qui nous transforme encore après le sujet de la qualité, c'est depuis le début un vrai sujet pour arriver à créer un mode de consommation alternatif et faire en sorte que les citoyens, les consommateurs n'achètent plus neuf mais reconditionné. Il faut que la qualité soit identique à celle du neuf et donc on a investi beaucoup sur ces sujets de qualité pour diminuer le taux de panne et optimiser l'expérience après-vente. Et donc là, sur la qualité, il y a un peu plus de 100 personnes aujourd'hui qui travaillent dessus chez Back Market. Donc, et vous prévoyez de recruter d'ici 2022? Oui, alors d'ici 2022, à peu près 300 personnes, ouais, exactement. Donc ça va faire à peu près 700 d'ici 2022. Si tout va bien, à peu près. C'est ça, c'est le plan, exactement. C'est le plan. Avec une grosse partie sur les États-Unis ou je pense qu'il y a un gros boom là sur les États-Unis en ce moment. Alors le marché américain est le marché qui accélère le plus fort pour nous, clairement. Ouais. Donc après il y a aussi un corollaire de taille de marché. C'est juste la taille de l'Europe à eux tout seuls. Et puis en plus la pénétration des produits tech et du e-commerce est encore plus forte là-bas, donc on bénéficie d'un triple facteur d'accélération relativement à l'Europe. Donc on a bien l'intention de continuer à investir là-bas pour faire résonner Back Market le plus largement possible. Mais pas que. Il y a aussi ce sujet de développement européen. Donc l'international au sens large est un des sujets de développement numéro 1 chez Back Market. La qualité reste aussi au premier plan. Donc finalement, on change pas une équipe qui gagne, une stratégie qui marche. Donc on va continuer à investir massivement dans ces deux voies-là. Voilà, tout simplement. Et vous avez combien de clients à date? Alors on en compte un peu plus de 3 millions à date. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est énorme. C'est énorme, oui et non. C'est plutôt des clients qui reviennent d'ailleurs, Oui, alors en fait nos clients reviennent sur des temps assez longs, ce qui est propre à la catégorie de produits qu'on revend. Hein. C'est-à-dire que vous changez en moyenne de smartphone tous les 2 ans, d'ordinateur tous les 4 ans, de machine à café tous les 4 ans aussi. Donc en fait le repeat est corrélé avec l'usage et la durée de vie des produits évidemment. Donc voilà pour cette partie-là. Et après l'idée c'est de se développer aussi en catégorie de produits, comme je le disais, qu'on puisse être une alternative systématique quand le consommateur ou le citoyen veut s'approprier un produit, et qu'ils se disent je peux le trouver chez Back Market, donc autant le prendre reconditionné plutôt que de l'acheter neuf. Quoi.
C'est ça le but. Alors justement, ça m'amène la question, on en a parlé ensemble. Plus globalement, pour parler des enjeux pour la filière, comment faire pour accélérer sur la transition écologique et sur l'innovation? Vous m'avez expliqué qu'au départ, quand vous faisiez des sondages, l'écologie était vraiment en bas du podium, on va dire, et là maintenant, ça devient un driver pour les consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce que vous voyez vous et qu'est-ce que, ce shift qui va pousser un peu les marques à se bouger? Ouais, alors c'est vrai que sur le diagnostic, ce qui est important quand même de rappeler, c'est que la principale raison pour le consommateur d'acheter un produit reconditionné, c'est le prix. C'est un produit qui est beaucoup moins cher que le produit neuf, donc il répond à un besoin une raison qui est le pouvoir d'achat tout simplement. Et derrière ça, au début, quand on a lancé Back Market, on demandait quel est votre driver pour acheter chez nous. Il y avait à peu près 3%, un peu moins de 3% des clients qui répondaient moi c'est l'écologie. Quand on a fait le sondage fin 2019, donc il y a quelques mois, c'était passé à plus de 15%. Et sur des cohortes de clients beaucoup plus importantes. Donc ça c'est quelque chose d'assez important qui montre que le consommateur en fait ne vient pas que pour le prix. Il y a une partie non négligeable et surtout qui explose, puisque de passer de 3 à 15%, c'est énorme. C'est énorme. Qui vient pour un facteur écologique. Donc moi, ça me donne beaucoup d'optimisme pour la suite. C'est-à-dire que je pense que le consommateur a le pouvoir aujourd'hui. C'est lui qui va décider c'est lui qui décide de ce qu'il achète ou ce qu'il achète pas. Et donc, si le facteur écologique compte de plus en plus pour lui, les marques vont être obligées de s'adapter. Et d'ailleurs, à ce propos, vous avez une idée qui concerne le circuit de la réparation pour favoriser le reconditionnement, un petit combat, j'ai envie de dire, que vous voudriez lancer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sujet, ce qui se passe autour du sujet de la réparation? Bien sûr. Alors en fait, c'est assez simple. On en parlait d'ailleurs hier avec la ministre Barbara Pompili. Il faudrait faire un truc assez simple, c'est d'imposer la mise à disposition des pièces détachées de tous les produits au plus grand nombre et sans condition. Il faut que tout le monde puisse réparer son produit s'il en a besoin, s'il en a envie, puisque c'est pas normal d'avoir un client en otage d'une certaine manière. On lui a vendu un produit et aujourd'hui il ne peut pas le réparer. Quand il revient, on lui dit c'est finalement mieux de t'en séparer, de le jeter et puis d'en racheter un autre, ça te coûtera moins cher. Et cette équation, elle est vraie que parce que l'accès aux pièces détachées, il est soit pas répandu, les marques ne proposent pas forcément leurs pièces détachées, soit elles les vendent à des réseaux de réparateurs, mais qui sont complètement pieds et poings liés parce qu'on leur dit en fait, tu peux les réparer que dans les cadres des contrats qui sont sous garantie chez moi. Voilà, comme ça, je te dis, tu as le droit de les réparer que si c'est garanti chez moi. Si c'est pas garanti, en gros, laisse le produit mourir. Enfin, moi, je vais pas t'aider à lui redonner une deuxième vie, quoi. Et 3, le prix qui peut être aberrant parfois. Donc, on peut avoir certains constructeurs et le délai, voilà, exactement. Ça, c'est le dernier truc. Mais le prix, il y a des études qui montrent que si le prix de la réparation coûte plus de 30% du prix du produit, finalement le consommateur il va pas le réparer, il va aller en acheter un autre. Donc il faut, pour que le prix de la réparation ne soit pas discriminant, il faut que il coûte moins de 30% de la valeur du produit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc vendre des pièces détachées $50, je pense à des batteries notamment chez certains constructeurs de smartphones. Les vendre $50 quand on sait qu'elles coûtent moins de $5 à produit, c'est pas possible. Ça devrait être interdit. En fait, ça rend obsolète et ça rend non opérant la réparation du produit. Et le dernier truc, c'est ce que vous avez souligné, c'est il faut que les délais de livraison de ces pièces ils soient aussi extrêmement courts. Dire mais moi je te vends ma pièce détachée, tu peux l'utiliser quand tu veux, il n'y a pas de problème. Et par contre, je te la livre dans un mois. En fait, le consommateur il va pas attendre un mois. Si c'est son lave-linge et qu'il a c'est clair. Et son téléphone encore moins. Et son téléphone encore moins, exactement. Donc vous pouvez faire la liste de tous les produits. La patience du consommateur, elle a des limites et donc ça marche pas. Donc il faut faire sauter ces verrous et c'est un combat qu'on va mener. On sent qu'il y a une oreille attentive côté gouvernement. Et il y a déjà des premières mesures qui passent, mais
Mais pour que ça marche complètement, il faut pas laisser de trous dans la raquette, sinon tout le monde y va. Et donc voilà, la cible, c'est les pièces détachées disponibles à tous à un prix raisonnable et sans condition d'utilisation. Si on arrive à faire appliquer cette phrase, ça va démocratiser la réparation et le reconditionnement de manière extrêmement importante, puisqu'aujourd'hui, c'est ce réseau de professionnels et les particuliers ne peuvent tout simplement pas redonner une deuxième vie à leurs produits à cause de ces freins-là. Bah, merci Thibaut. Donc c'est super de militer pour un droit à la réparation pour tous à prix abordable. On vous suit là-dessus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, on arrive à la fin. Donc je pense que c'était un échange assez riche et je laisse l'antenne à Thomas Cotinet. Merci Emmanuel. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Merci Emmanuel d'avoir aidé Thibaut à nous révéler l'énorme potentiel de cette filière. Enfin, vous êtes au croisement à la fois du changement de comportement, de la création d'emplois et de la réponse à l'urgence écologique. Donc, c'est franchement extrêmement intéressant. C'était passionnant. Merci encore. Merci. Et puis, on vous retrouve à tous ceux qui nous suivent sur la prochaine séquence avec la remise du prix Entrepreneur de la transition. Encore merci. À très vite. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.